Administration publique et gestion de la chose publique, dans le cadre de la formation de ce que vous êtes, c'est-à-dire des femmes congolaises, futurs leaders, c'est-à-dire ceux dont nous attendons le changement positif. Je vais commencer par me présenter un tout petit peu. Pascal Essombicho, j'ai eu la chance dans ce pays d'être ministre de la fonction publique pendant 1 an. Mais j'ai aussi dirigé l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu avant de venir ici. Et je suis professeur, actuellement basé à l'ISP Gombe. Mes coordonnées sont là, si jamais vous voulez me joindre, il n'y a pas de problème. Alors de quoi s'agit-il en fait? J'ai prévu de revenir sur l'objectif de mon exposé, avant de passer sur une série de questions. J'ai voulu en tout cas que cette formation se fasse sous forme de questions. Mais pourquoi sous forme de questions? Parce que je considère que ce sont des choses que vous connaissez. Et moi, je ne ferai que vous orienter vers la restitution de ce qu'il y a dans vos têtes. Et la première question que nous nous poserons, c'est sur notre pays, la RDC. Qui sommes-nous réellement? Avant de passer à la deuxième question, celle de savoir si ce que nous sommes a de rapport avec notre administration publique. Troisième question, quel est le rôle de l'administration publique? 4. Qu'en est-il de l'administration publique aujourd'hui dans notre pays? Avant de tirer ensemble quelques conclusions. Comme je le dis, l'objectif de mon tout petit exposé de ce jour concerne le fait de vous transmettre des connaissances de base, des notions de base sur l'administration et la gestion des affaires publiques. Alors commençons par la première question. La République démocratique du Congo. Qui sommes-nous? Et après, je vous demanderai ce que nous devrions être. Alors si je pose cette question, chacun commence à réfléchir. Et je peux même vous laisser 1 à 2 minutes là où vous êtes pour prendre le temps de vous poser la question de savoir ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Oui, je vois qui commence déjà à écrire sur de bouts de papier en se disant « Ah oui, c'est vrai, nous sommes un grand pays, nous sommes un pays au cœur de l'Afrique et les Congolais sont contents chaque fois qu'on dit « Non, vous savez, la gâchette de l'Afrique, c'est la RDC. » Pour dire que c'est de là que tout peut partir. Alors je vais résumer tout ce que vous venez de... tout à quoi vous venez de penser et tout ce que vous avez écrit sur vos papiers. Je suis sûr que vous vous êtes rendu compte que nous sommes un pays caractérisé par un grand paradoxe. Quel est le paradoxe? Nous sommes un pays riche, mais avec une population parmi les plus pauvres au monde. Quel paradoxe! Nous sommes un pays géostratégique, situé au cœur de l'Afrique. Mais nous sommes la rusée de tous nos voisins. Nous sommes aussi un pays qui devrait impulser le développement du continent africain, mais qui constitue le frein. Et j'ai souvent donné cet exemple parce que ça n'a pas changé. Vous pouvez partir de l'Afrique du Sud jusqu'à Lubumbashi par bus. Et les jeunes le font, les gens le font. Ça veut dire qu'il y a des routes depuis le Cap jusqu'à Lubumbashi. Mais une fois à Lubumbashi, vous êtes bloqué. Vous ne savez plus continuer vers le nord. Vous pouvez quitter l'océan Indien. Et moi, je l'ai déjà fait. Tanzanie ou Kenya, océan Indien, vous allez traverser tous ces pays jusqu'à Bukavu, jusqu'à Goma, sans problème. Mais une fois à Bukavu, une fois à Goma, une fois dans la partie est de la RDC, vous ne savez plus atteindre Kinshasa. Donc vous avez traversé peut-être 5000 km, mais incapable de traverser les 2000 km qui séparent Bukavu de Kinshasa. Nous sommes le frein. Et vous savez bien, si vous traversez le fleuve ici, le fleuve Congo, vous arrivez à Brazzaville, vous pouvez continuer par route jusqu'au Cameroun. En fait, moi je considère que les Africains, un jour, nous demanderont des comptes. Et ils diront, si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause de vous, les Congolais. C'est à cause de nous.
C'est nous qui empêchons l'Afrique de se développer. Nous avons une population trop jeune, mais aucune production. Allez, il ne faut pas que les jeunes pensent que je m'attaque à eux. Je veux dire que nous sommes des fainéants. Et les jeunes aussi sont des fainéants. On ne peut pas avoir une population où plus de 50% ont moins de 20 ans, mais rien ne se produit. Nous sommes vraiment un pays paradoxal. Et ça vient de vous-même. Nous sommes ce grand pays, comme on le disait, au cœur de l'Afrique, avec une très grande superficie, 2 345 000 km². Nous sommes peut-être le seul. Alors, je ne suis pas géographe, il ne faut pas qu'on me contredise. Mais j'allais dire, en Afrique, en tout cas, nous sommes le seul pays avec 9 voisins. Mais quel potentiel! C'est incroyable! Entouré de 9 voisins, mais aucun développement. Plus de 70, allez, 80, on parle même aujourd'hui de 90 millions. Quelle main-d'œuvre pour développer le pays, mais rien ne se fait. Alors attention, on a un grand potentiel de croissance économique et de progrès social, mais l'état de santé actuel, économique et social de notre pays est très précaire. Et la question, dans un pays continent comme la RDC, comment assurer un service public efficace, efficient, je pèse le mot, efficace, efficient, équitable, accessible à tous, partout et en temps réel. Comment avoir une administration qui peut assurer cela? Comment transfigurer l'état actuel de la RDC en un état efficace? Comment devenir efficace? Comment donner à ce pays la place qu'il mérite dans le concert des nations? On a parlé du dictateur Mobutu, mais on peut revenir dans ses discours. Il y a quand même du bon dans ses discours. Et il disait, le Zaïre était prêt pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Allez, si le Zaïre à l'époque était prêt pour ce rendez-vous et la RDC aujourd'hui, comment faire en sorte que la RDC soit prête pour le rendez-vous du donner et du recevoir? Cela nous amène à notre deuxième question. Et c'est une question importante. Nous venons de voir ce que nous sommes, un pays contradictoire, un pays paradoxal, riche mais pauvre, population jeune mais aucune production. Un pays au cœur de l'Afrique, mais le frein du développement de l'Afrique. Et tout cela vient de vous. La question suivante, c'est que nous sommes, ce pays paradoxal, a-t-il des liens avec l'administration publique? Mais avant d'en arriver là, c'est quoi finalement l'administration publique? Quel est son rôle? Quel est son but? J'aime bien ce schéma. Il est clair. L'État est là, l'administration publique est là, les citoyens sont là. Si vous regardez bien, en analysant les liens de causalité et du rôle de l'administration publique dans l'explication de l'efficacité ou alors de la défaillance de l'État, on comprend que c'est l'État qui peut impulser un rythme de marche de l'administration publique, impulser le sens de rotation. Si l'État tourne dans ce sens, cette palette va pousser l'administration. C'est que c'est l'État qui doit définir la finalité à atteindre et dire, administration, allez dans ce sens. Mais l'administration, en tournant son travail, le résultat de ce que l'administration fait, c'est le service rendu aux citoyens, qui va faire vivre les citoyens. Ça vous donne déjà une idée du rôle, de la fonction de causalité qui existe entre l'administration publique et l'État. L'efficacité ou non de l'État va dépendre de l'efficacité de l'administration publique. Mais, j'insiste,
c'est l'État qui impulse à l'administration publique le sens qu'il voudrait en fonction de ses objectifs. Et finalement, quel est le rôle de l'administration publique? Premier rôle, c'est que c'est l'administration publique qui explique la performance ou la contre-performance des institutions, des politiques publiques, des services publics et donc de l'efficacité de l'État. La qualité des institutions, la qualité des services publics dépendent de la qualité de l'administration publique. Et on s'est rendu compte qu'en Afrique, cela se voit beaucoup plus facilement. Avec des administrations publiques non efficaces, on a l'impression que c'est plutôt la politique, considérons l'État comme la partie politique, c'est plutôt la politique qui fait fonctionner le reste, alors que c'est le contraire dans des pays développés. Alors, les amis, il n'y a pas un seul pays qui s'est développé au monde sans une administration publique qui doit porter la vision du développement de ce pays. Comment peut-on définir, finalement, sur base de ce que je viens de dire, parce qu'on a parlé des notions de base, comment peut-on définir l'administration publique? Au lieu de donner une définition toute faite, je vais dire qu'il faut tenir compte d'abord de son caractère multiforme. On a vu que la vie des citoyens, vous l'avez remarqué, dépend du rythme impulsé par l'administration publique. Deuxièmement, il y a un lien entre la fonction publique et le service public. L'administration publique assure la fonction publique qui permet de rendre des services aux citoyens. Et troisièmement, nous venons de voir le lien entre les citoyens et les usagers du service public, que sont les citoyens, je vais dire même les étrangers. Parce que si je parle de citoyens, vous allez dire, ah, il parle seulement des Congolais, s'agissant de notre pays. C'est pour cela qu'ici j'ai utilisé le terme usager. Et vous comprenez que dans ce sens, l'administration publique, via la fonction publique, a des services à rendre, je vais dire des services à vendre, mais nous verrons que ça ne doit pas être vendu, des services à vendre aux clients. Les usagers, il faut les considérer comme des clients. Et on a toujours dit que le client est roi. Donc, l'administration publique doit avoir dans son esprit le fait de vendre des marchandises, non, je voulais dire des services de qualité aux clients. Satisfaire les attentes ou les besoins du client, c'est-à-dire des citoyens. Et du coup, vous comprenez avec moi que les services publics vont rythmer les pas de nos vies quotidiennes. Regardez un peu ce beau tableau. Il n'y a rien dont les citoyens ont besoin qui ne passe pas par l'administration publique. Allez, si vous parlez de l'école maternelle, la crèche, tout commence par là. Et il y a une administration à ce niveau-là. Mais qui parle administration, ça veut dire qu'on a défini la finalité. On a défini le type d'homme à former depuis l'école maternelle jusqu'au niveau de l'université. Si nous prenons les services sportifs ou culturels, ce sont des services publics. Vous voulez avoir de l'eau, mais ici chez nous on parle de la régie des eaux, la SNEL. Mais il faut une administration de ce côté-là. La justice, n'en parlons pas. C'est peut-être là qu'on devait avoir l'administration par excellence. La justice, la sécurité, la santé, l'emploi, la poste, la voirie. Autrement dit, tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens sont rythmés, sont guidés par
les services publics. On peut alors commencer à conclure un tout petit peu sur ce que vous venez de comprendre en lien avec l'administration publique. Et regardez cette jolie machine, allez, un train, une locomotive, la locomotive, là où il y a le moteur, et vous avez le wagon. On peut donc considérer que l'administration publique, c'est la locomotive, c'est la tête, qui va tirer tout le reste. Et il faut alors que cette machine-là, cet appareil, cette machine administrative, puisse faire fonctionner tout le reste du train. Et tout le reste du train, c'est ce que j'appelle l'État. C'est l'administration publique qui tire l'État. Même si c'est l'État qui a défini la finalité de l'administration publique. Autrement dit, l'administration publique est en tête pour orienter, pour aider les citoyens et atteindre le but du développement tel que défini par le politique. Cette administration doit donc pouvoir innover, doit être une machine capable de piloter l'appareil étatique, et on peut vite comprendre que la reconstruction, nous concernant par exemple d'un État, et le progrès d'une nation dépendent de la qualité des institutions, dépendent donc de l'efficacité de l'administration publique et donc de la qualité des services qui sont offerts aux citoyens. Pour avoir des services offerts aux citoyens, des services de qualité, il faut alors avoir une administration publique de qualité. Et qui dit administration publique de qualité parle des ressources humaines de qualité. Et lorsqu'on ajoute la partie ressources humaines, on parle alors de la fonction publique. Les hommes et les femmes qui travaillent dans l'administration publique assurent la fonction publique. Et on peut vite comprendre que ce n'est pas une tâche facile, c'est ça le sens de cette image, mais il y a un objectif à atteindre: construire ou reconstruire l'État en utilisant l'administration publique. Troisième question, mesdames, je ne cite pas messieurs parce que ceci concerne d'abord les dames, et pas n'importe quelle dame, les dames futures leaders. Quel est le rôle de l'administration publique? En fait, l'administration publique, c'est l'ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services, je peux dire des services publics, non marchands. Alors, j'ai parlé des clients et je vous ai dit, bon, allez, ça ne devrait pas être le rapport vendeur-client. Et c'est pour cela que j'ai utilisé le terme administration publique, service à rendre aux citoyens. Des services non marchands, ou alors d'effectuer des opérations de redistribution. Oh là là, mais pourquoi je n'ai pas souligné redistribution? Parce que c'est important. Faites comme si je l'ai souligné. Redistribution du revenu et de richesse nationale. Je vais m'arrêter un tout petit peu là. L'État utilise toutes les ressources humaines en sa disposition pour produire des richesses. Et notre pays a beaucoup de potentiel. Mais comment chaque citoyen va accéder à ces richesses? C'est ça la redistribution. Alors attention, moi je ne suis pas fort scandalisé, je l'ai dit. Bon, si les collègues politiques vont le prendre mal, mais je m'en excuse. Je ne peux pas imaginer un citoyen qui, lui, soit capable d'aller dans un hôpital et payer les frais de santé des malades. J'arrive à l'hôpital, les malades sont incapables. Ce sont des citoyens
incapables de payer leurs soins, mais moi j'ai de l'argent pour ça. Et les citoyens applaudissent. Mais non. Comment expliquer que vous, allez, c'est comme s'il n'y a pas de service social dans ce pays. Pourquoi ne pas créer des mutuelles de santé et dire chaque citoyen a droit. Il tombe malade, il va à l'hôpital. On ne va rien lui demander, on le prend en charge. Parce qu'il y a une administration qui redistribue les revenus. Pourquoi certains sont capables d'acheter des ambulances pour les hôpitaux, mais le ministère de Santé est incapable de doter les hôpitaux des ambulances? Allez, il ne faut pas aller très loin. Mais ces institutions-là tirent la majeure partie de leurs ressources des contributions obligatoires. C'est cela qui signifie que la richesse nationale est une richesse commune. Nous payons les taxes d'une manière ou d'une autre. Moi je suis prof depuis un certain temps, sans demander mon avis, sans quoi on me retient 15% du peu de salaire qu'on me donne. Bien. J'ai donc le droit de dire oui, mais 15% font quoi? Vont où? Doivent être redistribués. On peut dire parce que vous êtes professeur, vous payez plus. C'est normal. Si je gagne plus, que je paye plus. Ceux qui gagnent moins, payent moins. On peut en avoir dans un État des gens qui sont exemptés des taxes parce qu'ils gagnent peut-être le minimum vite. C'est ça la redistribution. Quel est le but de l'administration publique? Alors, si on reste au niveau de la fonction de l'administration publique, donc sa définition fonctionnelle, l'administration publique va désigner l'ensemble des activités dont le but est de répondre aux besoins. Ah ben il fallait encore souligner ça. Vous me suivez? Aux besoins d'intérêt général de la population. C'est ça le but. C'est pas pour répondre aux besoins d'intérêt d'un citoyen. Non. Intérêt général de la population. C'est-à-dire l'ordre public, la police par exemple, doit être soutenue par l'administration. Il faut une bonne masse de services publics. Mais comment? L'administration est un outil que l'État va utiliser pour répondre aux besoins d'intérêt général, besoins tels que définis, et ça c'est important, à un moment donné par l'opinion publique, par notre constitution, par des lois. Ce sont les lois qui définissent la manière dont l'administration publique doit rendre service aux citoyens. Et les mêmes lois vont définir les conditionnalités pour accéder à ces services. La Constitution, c'est la loi suprême, mais il y a toutes les autres lois. Et l'administration est là pour appliquer le contenu. Est-ce qu'il existe un lien entre la gestion des affaires publiques et l'administration publique? Si je vous pose cette question, encore une fois, je suis sûr que vous pouvez y répondre. Et d'ailleurs, je vous demande d'y répondre en fonction de tout ce que nous venons de voir. Prenez quelques temps de réfléchir un tout petit peu. Vous l'avez fait et je suis sûr que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas d'État efficace sans administration publique efficace. Il y en a qui ont dit il n'y a pas d'État sans administration publique. Et je suis d'accord avec vous. On ne peut pas parler d'un État s'il n'y a pas d'administration publique. Peut-être une république bananière. Bon, allez. Mais dans la bananière, peut-être qu'il y a une sorte d'administration effectuée par les organismes qui y vivent. Il n'y a pas d'état de droit, parce qu'on en parle actuellement dans notre pays, sans administration publique de droit. Le citoyen doit savoir quels sont ses droits dans l'administration
alors là, on peut avoir un état de droit. Je suis sûr que vous me suivez attentivement, parce que demain, ça sera votre tour de piloter l'État. Vous êtes les leaders de demain. Lorsque vous allez piloter l'État, n'oubliez pas de commencer par l'administration publique. Alors je vous ai dit que j'ai eu la chance d'être ministre de la fonction publique et j'étais scandalisé. Dans notre pays, on considère que l'administration publique, enfin la fonction publique, c'est le ministère le dernier. D'ailleurs, dans vos familles, vous le dites, inconsciemment peut-être. Mais cet enfant ne réussit pas à l'école, on peut l'envoyer travailler dans l'administration publique. Donc, il est incapable de faire quoi que ce soit, on lui cherche un numéro matricule. Bon, je ne vais pas parler de l'armée, parce qu'on dit aussi, voilà, celui qui ne réussit pas, il peut aller dans l'armée ou dans la police. Et après, vous vous plaignez qu'on a des policiers qui ne font pas correctement leur travail. Moi, je dirais que si nous voulons nous développer, c'est dans l'administration publique qu'il faut mettre les meilleurs d'entre nous. Les meilleurs doivent être là. Je me rappelle que lorsque j'ai été nommé ministre de la fonction publique, le premier ministre Matata, en me recevant, il m'a dit, monsieur le ministre, vous savez, il y a des gens, lorsqu'on les nommait à la fonction publique, ils disaient, non, je ne peux pas aller là-bas, c'est la poubelle. Alors faites en sorte que les gens se rendent compte que ce n'est pas de la poubelle. Une bonne administration publique égale une bonne gestion des affaires publiques. C'est une équation simple. Bonne administration publique égale bonne gestion des affaires publiques. Mauvaise administration publique, mauvaise gestion des affaires publiques. Quel est le lien? On comprend donc qu'il n'y a pas de gestion des affaires publiques sans administration publique. L'administration publique, c'est la colonne vertébrale de toute la gestion des affaires publiques. Vous ne pouvez pas gérer les affaires publiques sans l'administration publique. Je dirais encore que c'est le point de départ de toute gestion des affaires publiques. Rien qu'en réfléchissant sur comment vous allez gérer, il vous faut une administration. Alors l'administration publique en République démocratique du Congo, je vais me limiter juste à un tout petit aperçu de la situation actuelle pour que vous compreniez à la lumière de ce que vous avez compris sur le rôle, sur le but, sur la mission d'une administration publique, quelle est la situation dans notre pays. Et là, j'aime encore cet exercice. Regardez, imaginez que l'administration publique de notre pays est une voiture. Et que je vous demandais de la dessiner, la schématiser. Nous avons vu que c'est cette machine qui permet à l'État de rendre des services aux citoyens. Notre administration publique, vous prenez un bout de papier et vous schématisez. Je sais qu'il y a de bonnes dessinatrices parmi les femmes. Alors dessinez-moi notre administration publique. Vous l'avez fait. Je sais qu'il y en a qui ont dessiné une voiture sans phare. En disant, oui, c'est une voiture qui roule la nuit, mais qui n'a pas de phare. Donc, à coup sûr, la voiture va commettre des accidents. La voiture ne sait pas où aller. Eh bien, je viens de voir qu'il y en a qui ont dessiné une voiture avec des rétroviseurs, mais des rétroviseurs cassés, ou tout simplement sans rétroviseur. Et je vois qu'il y en a qui ont dessiné une voiture sans volant. Allez, une voiture qui est là, qui n'a pas de volant, donc si elle roule, elle ne sait pas où aller. Ou encore, voiture sans pneus. Ah bon, alors celle-là ne peut pas rouler. Et s'il y a des pneus, ce sont des pneus troués. Ça veut dire que ça ne peut que faire peut-être 2 ou 3 mètres. Une voiture ne va pas rouler sur les jantes. Ce n'est pas possible. Ou encore une voiture sans chauffeur.
Mais là, je trouve que vous exagérez quand même. Hein? Vous voulez dire que notre administration publique est comparable à une voiture sans chauffeur. C'est-à-dire une machine qui se conduit elle-même, elle ne sait pas où elle va. Sans entretien. Bon, c'est-à-dire il y a de la fumée qui sort de partout, un bruit incroyable. J'espère que vous ne faites pas allusion au bureau de notre administration publique ou à l'image que ça montre en tout cas, une vieille voiture. Mais non. Donc, tout ce que vous venez de présenter ici peut se résumer en ce qui a été fait en 2012, lorsque le Premier ministre Matata a commencé à piloter le gouvernement. Il a fait faire l'état des lieux de notre administration publique. Et la conclusion, c'est comme vous venez de le dire. Sur le plan juridique, les textes étaient devenus obsolètes. Alors je vais vous dire que notre administration publique était régie par le statut de 1981, dans lequel on écrivait encore les citoyens militants du mouvement populaire de la Révolution. Allez, vous comprenez ça? C'est le constat de 2012. Le vieillissement. Attention, les éligibles à la retraite dans notre administration publique dépassent les 30%. C'est inacceptable. Mais une administration qui a été à un moment donné capable de piloter le pays. Et moi je considère qu'elle est née à l'époque coloniale. Elle a grandi. Lorsqu'on disait qu'on pouvait écrire une lettre et la poster à Kasumbalesa et ça va arriver à Kinshasa et recevoir une réponse, c'est à l'époque où notre administration publique était jeune. Bon, aujourd'hui, c'est le plus possible. Alors attention, l'état des lieux a aussi mis en évidence le fait que notre administration publique est surchargée. Mais pendant ce temps, les jeunes veulent y entrer. Et vous êtes des jeunes. Vous voulez y entrer, mais où? Où est-ce qu'on va vous mettre? Si on vous place ici, tout tombe, non? C'est ça la situation de notre administration publique. Oui, mais nous sommes des chômeurs, d'accord, mais parce que les vieux sont là, il n'y a pas de place pour vous mettre. Et vous vous alignez pour demander le job, alors qu'il n'y a pas de job. La surcharge. Vous voyez jusqu'où ça peut nous amener? Une jolie image. Alors je vais vous faire rigoler. Hein. Avant que je n'arrive à Kinshasa, je voyais de telles images, je pensais que c'était du montage. Mais la première fois que je suis allé sur la route du Bas-Congo, il y a plus que ça. C'est la réalité. Vous comprenez donc qu'à la fin, au lieu de rendre des services publics, notre administration rend des services publics. Et c'est simple, hein? Il y a juste une seule lettre qui a sauté. La lettre R. Et c'est pour cela que, à l'époque, lorsqu'on a initié la réforme de l'administration publique, on a dit il faut replacer le R, c'est-à-dire il faut réformer, pour que désormais cette administration redevienne capable de rendre des services publics au lieu de rendre des services publics. Regardez un camion comme celui-ci, et où d'autres personnes veulent encore entrer, à coup sûr, ça va tuer les gens, et puis après, on va vouloir avoir le deuil national. Un service public dysfonctionnel, inefficace, complètement vidé de toutes ses valeurs, et fortement ancré dans les mauvaises pratiques et la mauvaise gouvernance. De plus, il y a inadéquation entre les missions, ça c'est important, les missions, les structures organiques, les emplois, les effectifs, les postes, les grades et les compétences. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Comment une administration doit fonctionner? Une administration doit avoir une structure. Appelons-le organigramme. C'est ce qu'on appelle le cadre organique, qui définit les différents postes. Et à chaque poste, les job description, les missions, les tâches à accomplir,
Et c'est l'ensemble de toutes ces tâches, de toute l'administration publique qui fait fonctionner l'État. Dans notre administration publique, il y a une inadéquation entre les missions révolues à un poste et les structures organiques. Aujourd'hui, par exemple, il y a une pléthore indescriptible. Vous avez plus de directeurs que de directions. Vous avez plus... Allez, je vais commencer par le sommet. Hein. Aujourd'hui, dans notre pays, on a environ 76... Non, avec les nouvelles nominations, peut-être même qu'on a dépassé. En tout cas, quand on était là, il y avait 76 secrétaires généraux pour 66 secrétariats généraux. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez. Le secrétariat général, c'est ça le poste. Mais comment on peut avoir plus de secrétaires généraux que de postes de secrétaires généraux? Et ça, c'est partout. Il y a plus de divisions, plus de chefs de division que de divisions. Dans une division, il y a plus de directeurs que de directions. Il y a des directeurs sans direction. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a voulu ainsi. Et c'est pas possible. Si vous dites ça à quelqu'un qui est dans un pays normal, il dira, mais comment ça peut arriver? Parce qu'on ne peut pas promouvoir un directeur s'il n'y a pas de direction qui va occuper. Mais dans ce pays, il y a plus de directeurs que de directions. En fait, on a l'homme qu'il faut à la place qu'il ne faut pas. Ou l'inverse. Peut-être qu'il fallait que je dise l'homme qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Mais je le fais expressément. De sorte que si vous venez dans notre administration publique pour avoir un service, vous vous perdez. Et je vous jure, si vous allez dans le grand bâtiment ici, de la fonction publique, et vous avez besoin d'un papier, il faut être fort pour savoir où est-ce que vous allez poser votre question. Et même celui qui vous reçoit, soi-disant à la réception, il va vous dire, allez demander là-bas. Alors que lui, il est censé savoir, mais vous venez pour l'attestation, tel bureau, tel bureau. Et quand vous arrivez dans ce bureau là-bas, on va peut-être vous dire, attendez, celui qui s'occupe de ça n'est pas là. Revenez demain. C'est ça notre administration publique. On est complètement perdu. Et il y a des gens qui ne connaissent même pas leur service. Alors quand je dis ça, je l'ai vécu. J'étais ministre, je croise quelqu'un dans le couloir du bâtiment, la fonction publique, je parle avec lui, et je lui demande, non, ça fait 3 ans, il est fonctionnaire de l'État, dans quel service, il ne savait pas. Pour faire en sorte que l'administration publique puisse aider à renforcer l'efficacité de l'État, le président Joseph Kabila avait dit un jour que la RDC, c'est un géant qui se met debout et qui doit marcher. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image de l'éléphant qui doit se mettre debout. Mais pour que ce géant marche, c'est l'administration qui est au cœur du fonctionnement de l'État et des choix et des décisions, des politiques publiques pour atteindre les résultats de l'action gouvernementale. C'est l'instrument utilisé. On peut résumer en disant qu'il y a des grands défis pour notre administration publique. Il faut rendre les politiques publiques plus adéquates aux besoins des citoyens et plus crédibles par rapport à l'ampleur des défis de développement et de l'émergence du pays. Alors, vous vous souviendra que de 2012 à 2016, le mot d'ordre du gouvernement Matata, c'était l'émergence de la RDC à l'horizon 2030. C'est ce que j'ai appris quand je suis arrivé au gouvernement. On m'a dit, jamais un discours sans parler de la vision de l'émergence à l'horizon 2030. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Peut-être qu'on est conscient que d'ici 2030, on n'atteindra pas l'émergence. Donc, pour atteindre cette émergence-là, il faut une administration publique capable de porter cette vision. J'ai bien dit que ça se disait à l'époque du gouvernement Matata, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Et j'ai ajouté, peut-être que nous, Congolais, nous sommes devenus conscients qu'en 2030,
on ne sera pas émergent. Donc, il faut reconstruire une administration publique d'excellence qui va se mettre réellement au service du développement de ce grand pays. Il faut replacer l'administration publique au cœur de l'action réformatrice et refondatrice de l'État. Nous avons dit, il n'y a pas d'État sans administration publique. Okay, that's good. Minister, congratulations. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Il faut faire de l'administration publique un instrument au service de la croissance. Encore une fois, le mot chéri des économistes, la croissance économique. Mais non, il n'y a pas de croissance sans administration publique. Pas d'émergence, pas de développement durable de la RDC sans une administration publique efficace. Alors je vais vous raconter une petite blague, mais qui m'avait aidé. Pour faire passer une loi dont je vais parler avant de terminer, d'ailleurs on commence à aller progressivement vers la fin de mon exposé, pour faire passer cette loi qui avait fait 3 ans à l'Assemblée nationale, mais poussée par le Premier ministre Matata, il fallait que cette loi soit promulguée par le chef de l'État. Et j'ai compris que c'était bloqué à l'Assemblée nationale. Je suis allé voir le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Je lui ai dit, honorable président, je viens vous dire que c'est vous qui bloquez le développement du pays. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui vous prend? Je dis oui. Parce que le chef de l'État, il ment. Comment il ment? Parce qu'il parle de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Mais avec notre administration, c'est impossible. Et pourquoi? Déjà, le cadre juridique lui-même, il est dépassé. Et vous n'arrivez pas à voter la loi dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Il a compris, il a dit, votre loi va être votée. Et ça a été fait. Donc de temps en temps, il faut peut-être rappeler aux gens. Et quand la loi est allée au niveau de la présidence, un petit texto, et ça a été promulgué. Mais attention, depuis 2016, jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a jamais été mise en exécution. Ça, c'est une parenthèse. Un petit mot sur donc la réforme de l'administration publique. Quelques réalisations de 2012 à 2016. D'abord, c'est quoi la réforme? Vous savez, de manière brève, on considère que la réforme, c'est tout simplement un repensement de l'organisation, du rôle et des missions d'une structure. Réformer une structure, c'est repenser ses missions, repenser son rôle, son organisation, en vue de l'adapter à un contexte qui peut être politique, économique, social et qui peut tout le temps muter. D'où l'intérêt d'une réforme permanente. Il convient donc de retenir simplement que la réforme, c'est une modification intervenue dans le rôle, dans les missions, dans les objectifs d'une structure, avec comme finalité rendre la structure beaucoup plus efficace. Et donc, à l'époque, il fallait réformer le cadre juridique de l'administration publique. Je vous donne juste quelques réalisations. Une loi importante, la loi organique, qui fixe l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. En fait, pourquoi cette loi est importante? Elle est importante parce qu'elle permet aux entités décentralisées, aux entités provinciales, d'avoir leur propre administration publique. Parce que, qu'est-ce qui est à la base d'autres problèmes dans notre pays? Tout est centralisé. Les gouverneurs se plaignent. Mais cette loi permet aux gouverneurs de créer leur propre administration publique en fonction de leurs besoins. On peut donc avoir, si on applique cette loi, une province qui n'a que 5 divisions, et une autre qui a 20, une autre qui a 30, en fonction des besoins du pays. Allez, je vais exagérer.
pourquoi avoir une division des mines dans une province où il n'y a pas de mines? Est-ce que vous savez que toutes les divisions existent dans toutes les provinces dans notre pays? C'est une connerie. Ah ben, je vois qu'ils me regardent, disent, mais le professeur, comment il dit des grossièretés comme ça? Ça, c'est pour vous dire toute ma colère. Vous l'avez bien compris. Hein? Mais comment on va avoir une division de pêche ou un service de pêche là où il n'y a même pas de rivière? Et attention, dans ce pays, on fait payer les taxes de la pêche là où il n'y a même pas de rivière, même pas d'État. Une autre loi importante, la Bible, la nouvelle Bible de notre administration publique, et qui a été promulguée en juillet 2016. Et donc c'est cette loi qui remplace celle de 1981, avec des innovations importantes. La première, la possibilité d'organiser des corps de métier. Et c'est ça qui fait que, à l'École nationale d'administration, on forme des administrateurs publics. Et moi, je les appelais les forces spéciales de l'administration publique. Peut-être que demain, vous irez à l'ENA. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Quelqu'un qui termine à l'ENA, il veut être affecté au budget. Il veut être affecté aux finances. Il veut être affecté là où il y a l'argent. Un jour, j'avais dit aux énarques, si je suis le chef d'une armée et que vous êtes mes forces spéciales, je dois vous envoyer là où il y a la sécurité ou là où il y a l'insécurité. Alors les énarques ont dit non, si nous disons là où il y a la sécurité, c'est pas vrai. Si nous disons là où il y a l'insécurité, donc il va nous affecter à la fonction publique. Vous avez compris, hein? Ce que nous formons doit aller là où ça ne va pas. Et moi, je voudrais que les énarques aillent d'abord dans l'administration centrale de la fonction publique. Et je vais parler de l'instauration du régime contributif. C'est en fait quoi? Nous étions le seul pays au monde qui considérait que tous les frais liés à la retraite pouvaient être pris en charge par l'État. Alors qu'ailleurs, le fonctionnaire, l'agent de l'État, cotise lorsqu'il est en fonction. Mais la loi de 1981 disait que c'est l'État qui prend tout en charge. Il fallait donc modifier. On a rénové. La réforme du système de sécurité sociale. Il a été créé la Caisse nationale de sécurité sociale de l'agent public de l'État. Quelle innovation! Parce que ce système contributif ne peut fonctionner que lorsqu'on a une caisse. Et on ne peut pas être en mesure de prendre la retraite en charge sans moyens. Alors là aussi, il y a parfois des conflits entre les jeunes et les vieux. Non, les vieux doivent comprendre que ce sont les cotisations des jeunes aujourd'hui dont ils bénéficient. Autrement dit, le vieux qui va aller à la retraite aujourd'hui n'aura pas contribué. Donc on ne peut pas avoir conflit entre jeunes et vieux. Mais malheureusement, parfois il y en a. La bancarisation. On en parle beaucoup. Quelle innovation que les agents de l'État commencent à percevoir directement leur argent à la banque. Vous savez ce que les agents payeurs faisaient. Et on en a parlé. Le lancement du projet qui était et qui est toujours intitulé Système intégré de gestion des ressources humaines et de la paie. L'objectif était d'avoir une bonne base de données qui inclut toutes les données concernant chaque agent. On vous recrute aujourd'hui, vous avez tel âge, on sait déjà qu'à tel âge, vous irez à la retraite, on saura combien vous avez cotisé, combien vous pouvez avoir. Alors je vais vous dire aussi ma petite désolation, parce qu'en principe, et les textes le prévoient, c'est le ministre de la fonction publique qui doit produire les listes de paye, parce que c'est lui qui gère les agents, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se fait. Donc, l'ordonnancement, l'engagement de la paie devrait partir de la fonction publique. Je vais donner un exemple. Celui qui décide qu'un agent est mis sous pied, par exemple, sous discipline, mis à pied
avec 3 mois de privation de salaire, c'est le ministre de la fonction publique. Mais, parce que ce n'est pas le ministre de la fonction publique qui produit les listes des payes, eh bien un agent peut continuer à être payé par le budget, alors qu'officiellement il ne devrait pas. Et ce système nous permettrait de gérer les agents de cette façon-là. Alors, ce système, cette structure n'a jamais été fonctionnelle. À dessein, probablement. Recrutement sur concours. Pourquoi? Parce qu'il fallait réformer le système d'assurance qualité. La loi prévoit que pour recruter un agent, il faut 1. Que le poste soit vacant, 2. Que le poste soit budgétisé, et 3. Organiser un concours pour choisir le meilleur. Le recrutement sur titre, c'est-à-dire à partir du diplôme, c'est une exception. Ça peut arriver, mais de manière exceptionnelle. C'est pour cela que pour entrer à l'ENA, il faut un concours très très solide. C'est pour cela aussi que pour être recruté comme jeune professionnel, il faut un concours. Parce qu'il faut des meilleurs qui vont relever les défis de notre administration publique. Eh bien, nous allons conclure. J'ai beaucoup parlé, Nous allons conclure. Pour conclure, je vais rappeler ce que le Premier ministre Matata répétait tout le temps lorsqu'on avait une quelconque manifestation à la fonction publique. Il disait ceci: la réforme de notre administration publique, la réforme de l'administration publique en RDC n'est pas une option. On n'a pas le choix. Elle est une nécessité et elle s'impose à nous. J'avais retenu cette phrase. Malheureusement, depuis, je ne veux pas dire depuis son départ, les choses se sont arrêtées. Et ce que lui disait rejoint ce que disait déjà un autre écrivain congolais, Antoine Bolamba, qui a vécu à l'époque coloniale. Il disait ceci: tant que nous n'aurons pas une administration publique efficace, nous n'aurons pas d'État. Car l'administration publique constitue le socle, mieux encore, la colonne vertébrale de toute action gouvernementale. Vous l'avez donc bien compris. Il nous faut une administration si nous voulons avoir un État. Quel type d'État? Si nous voulons avoir un État efficace, commençons par avoir une administration efficace, pas une armée efficace. Parce qu'il n'y a pas d'armée efficace sans une administration efficace de l'armée. Les gens oublient ça. On ne peut pas avoir une présidence efficace si l'administration de la présidence n'est pas efficace. Ce n'est pas le problème du président, c'est son administration. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec le Premier ministre Matata et je l'ai encore dit. J'ai écrit une lettre, une correspondance à la primature. Je savais que si dans 48 heures, je n'ai pas reçu la réponse, c'est qu'il y a un problème. Dans les 48 heures. Mais, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez écrire une lettre à la présidence ou à la primature, ou même à un ministère. Si vous avez la chance, dans 6 mois, vous pouvez avoir la réponse. Dans 6 mois. Bon, il y en a qui sont morts sans recevoir des réponses. Quelle administration? Est-ce que c'est encore possible? Parce que je voudrais terminer et je voudrais que vous-même vous répondiez à cette question. Est-ce encore possible d'avoir une administration efficace, donc un État efficace? Et si c'est encore possible, comment? Moi, je dirais, avec vous d'ailleurs, il suffit de trouver les femmes, parce qu'il s'agit de futurs leaders femmes, il suffit de trouver les jeunes femmes, les femmes et les hommes travailleurs. Quand je dis travailleurs, c'est-à-dire ceux qui vont permettre la production des ressources, mieux la production des richesses, que ces hommes et ces femmes soient intègres
qui vont appliquer la bonne gouvernance, la bonne gestion et solidaire, c'est-à-dire qui vont permettre à l'administration de redistribuer les ressources. La solidarité, ça ne signifie pas, si vous êtes député, vous pouvez prendre en charge les malades. Non. La solidarité, ça veut dire, mettons de l'argent dans le système de santé pour que tout citoyen soit capable de se faire soigner. La solidarité, ça signifie, ayons des routes pour que même mon grand-père qui produit son pondou quelque part soit capable de le vendre de manière correcte. C'est ça la solidarité. C'est possible de relever ce défi si nous avons des leaders de qualité. Et ces femmes et ces hommes, leaders de qualité, c'est vous et moi. Si vous et moi, nous comprenons tout ce que je viens de dire, tout ce que vous venez de dire, parce que cela est venu de vous, alors notre pays a encore une chance de se développer. Je parlais du nouveau statut qui a été promulgué par le chef de l'État. Nous sommes en juillet 2016. Mais c'est quoi en fait? C'est comme la constitution de l'administration publique. Mais pour que ce statut soit mis en exécution, il faut de petites lois. Allez, il n'y a pas de petites lois, mais moi je l'appelle ainsi. Ce sont les règlements d'administration. Qu'est-ce que nous avons fait? En juillet 2016, le nouveau statut est promulgué par le chef de l'État. Le Premier ministre Matata me demande de faire diligence pour produire les règlements d'administration. Nous produisons dans les 3-4 mois qui suivaient les règlements d'administration. Moi-même, je les ai défendus à toutes les commissions du gouvernement. Il ne restait que le conseil de ministres. Je demande à l'époque au Premier ministre Matata, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de conseil de ministres. Est-ce que nous ne pouvons pas signer ces règlements d'administration? Parce que c'est sous forme de décret. Donc c'est le Premier ministre Matata qui allait signer et moi j'allais contre-signer. Bon, vous le connaissez, hein? Il dit non, monsieur le ministre, s'il n'y a pas de conseil de ministre, nous allons tout laisser. Ceux qui vont nous succéder le feront. Le jour de la remise et reprise, je présente tout ça à mon successeur. Et ce jour-là, je l'avais appelé grand frère. Je lui ai dit, grand frère, tout est prêt. Vous effacez le nom de Matata, vous mettez le nom de celui de l'époque, et vous effacez le nom de Pascal Issumbicho, et vous mettez votre nom, vous présentez au conseil de ministres, et c'est bon. Cela n'a jamais été fait. Je vous remercie.